Aujourd'hui, le plus important dans le cloud, c'est pas seulement de la consommation, mais c'est comment y aller et consommer intelligemment le cloud. Je ferai un Et petit retour d'expérience afin de partager aussi mon ressenti et de partager aussi ce que j'ai pu vivre dans le monde de l'entreprise. Parce qu'au-delà en fait des aspects théoriques, il y a toujours une réalité qui est dure à manier et surtout dans un contexte de grandes entreprises où parfois l'agilité n'est pas forcément au rendez-vous. On va voir comment on peut le manier, comment on peut l'apporter, comment on peut emmener les équipes vers un peu plus de flexibilité, vers un peu plus d'agilité. Voilà. Donc, j'ai voulu commencer surtout par une présentation un peu du monde applicatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'infrastructure, on parle de ressources informatiques, mais il ne faut pas oublier que derrière tout ça, on a des applications. On a des applications et elles ont évolué. Autrefois, en fait, on a des applications appelées monolithes. Donc, ça va être des applications si vous voulez visualiser un peu la chose, qui sont en un seul bloc. C'est-à-dire qu'on va avoir l'interface utilisateur, la couche métier et les données qui sont rassemblées dans un seul bloc. Et au fur et à mesure qu'on avance on va dire dans l'histoire de l'informatique, on s'est rendu compte que il est beaucoup trop lourd à chaque fois de déployer une application monolithe. Le processus d'un passage d'un environnement, par exemple, de test, de dev au test, puis en prod, est beaucoup trop lourd dès qu'on détecte une anomalie. Voilà. Dès qu'il y a une anomalie qui est détectée dans l'application, on est obligé de revoir tout le processus. C'est ce qui a été fait autrefois. Et petit à petit est venue une nouvelle architecture applicative qu'on appelle aujourd'hui microservices. Donc, microservices, en quoi que ça consiste? Alors, aujourd'hui, en fait, on va découper l'application en plusieurs morceaux. Comme sur le schéma, on va découper l'application, par exemple, avec la partie utilisateur, la partie authentification, la partie worker. Qu'est-ce qu'on appelle la partie worker? C'est tout ce qui est les traitements, tout ce qui va être batch. L'API, l'interfaçage donc avec l'application qui va permettre d'interagir de manière un peu plus automatisée. Donc, en faisant ce découpage-là, quels sont les bénéfices d'un tel découpage? C'est qu'on va pouvoir déployer plus rapidement. Effectivement, par exemple, les équipes vont être plus autonomes et vont travailler ensemble, mais ils pourront apporter leurs évolutions en parallèle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de redéployer l'ensemble de l'application et ça va apporter un peu plus d'agilité déjà. Donc, on va pouvoir mettre à jour, apporter de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus constante aussi. On va aussi avoir une résilience, une meilleure résilience dans le sens où si aujourd'hui on a une des briques qui est indisponible pour diverses raisons, l'application ne va pas s'arrêter de fonctionner complètement. Alors, tout est relatif dans ce que je dis parce que ça dépend de quelle brique elle tombe qui va être indisponible. Mais l'application pourra continuer à fonctionner de manière dégradée. Et c'est là où cette architecture applicative est intéressante, mais on va voir aussi que on peut avoir des effets de bord côté infrastructure. Et c'est là où je veux en venir. Donc, qui dit nouvelle architecture, généralement dit nouveaux défis qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on va intégrer cette architecture-là au sein des applications, puis qu'après qu'on va déployer sur les infrastructures. Donc, avant, effectivement, on avait une seule application, donc une seule brique qu'on déployait dans une machine virtuelle ou un serveur physique. Donc jusqu'à là, rien de bien difficile, puisque on package une seule application avec des librairies et on y va. Puis, du coup, avec cette nouvelle architecture, on est amené à séparer les briques, mais dans le deuxième cas là que je vous montre, euh, il est c'est pas forcément une bonne pratique de mettre toutes les briques sur une seule machine virtuelle. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que chaque brique ne consomme pas de la même façon, ne demande pas les mêmes ressources. Et du coup, si
une des briques est beaucoup plus consommatrice en termes de ressources, elle risque d'empiéter sur le bon fonctionnement des autres briques. Et c'est là où on est amené à séparer tout ça dans une machine virtuelle. Donc, on va dédier une machine virtuelle à une brique applicative. Et c'est là où je veux en venir. Finalement, on consomme de plus en plus de ressources. L'entreprise va être confrontée à un challenge aujourd'hui, et beaucoup d'entreprises le font face, c'est que je prends exemple sur le monde, sur la consommation du service. Aujourd'hui, on consomme tous un service. On va consommer par exemple du Google, on va consommer du Microsoft, etc. Et les utilisateurs sont toujours très avides de nouveautés. Donc les entreprises déploient toujours à tour de bras et on a toujours de plus en plus d'applications et du coup, par conséquent, derrière, on a toujours besoin de plus de ressources. Donc, qui dit plus de ressources dit forcément nécessite des moyens financiers, nécessite aussi une revue du budget, et ce qui n'est pas toujours facile. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, une entreprise qui a une infrastructure on-premise, ce que j'appelle on-premise, si vous voulez, c'est une infrastructure physique, quelque part, voilà, sur le territoire. Et les entreprises n'ont pas forcément un budget illimité. Donc, forcément, chaque achat de nouveaux serveurs qui demande du coup un budget est toujours un processus assez long, un processus qui va demander une validation à plusieurs échelles. Donc là, je vais en venir aussi, c'est que on a aussi un gros lot d'inconvénients avec cette nouvelle architecture. C'est qu'on va avoir une sous-utilisation des ressources des machines virtuelles. Pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, je prends un exemple. On va avoir une infrastructure, on va avoir des machines virtuelles, on va avoir des équipes techniques derrière. Les équipes techniques vont réaliser ce qu'on appelle des templates, donc des modèles. Ils vont mettre à disposition des modèles de machines virtuelles aux équipes de développement. Il y a quand même une limite derrière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équipe ne va pas pouvoir fournir un modèle pour chaque cas d'usage. Ils vont essayer de trouver une moyenne et ils vont fournir une machine virtuelle avec des caractéristiques, comment dire ça, des caractéristiques assez génériques. Et du coup, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va arriver à des machines sur lesquelles on va avoir des applications qui vont pas consommer la totalité des ressources disponibles. Et du coup, si on multiplie ce nombre de ressources non utilisées fois X applications déployées, on arrive à un pourcentage qui commence à alourdir la note. Aujourd'hui, si vous voulez, d'ordre de pourcentage, on est quasiment sur chaque machine virtuelle, on a déjà 5 ou 6% qui sont, on va dire, réservés pour le système d'exploitation. Puis on va avoir l'application qui s'ajoute, mais l'application ne va pas forcément consommer de manière constante ces ressources qui lui sont mises à disposition. Donc on va la plupart du temps avoir 30 à 40% qui ne sont pas utilisés correctement. Et c'est là aussi où c'est très difficile de prévoir. Donc ce que je veux en venir, c'est qu'on va acheter des ressources, mais on n'est pas sûr de comment on va les consommer. Est-ce qu'on va en avoir assez ou est-ce qu'on est-ce qu'on n'en aura pas assez pour ces applications-là? Et l'autre challenge aussi, c'est que comment dire ça, en séparant les briques, on va avoir aussi une prolifération des langages. Finalement, avant, on avait une seule brique et une grande équipe qui s'occupait de cette application-là. Mais avec la séparation, on va avoir X équipes qui vont, eux, avoir chacune des préférences en termes de stack technique. Et donc, ils vont choisir chacun leur langage, ils vont choisir chacun leur technologie sur lesquelles ils veulent travailler. Et c'est là aussi où on a une grosse problématique aujourd'hui dans les DSI, c'est de maintenir cette large, en fait, c'est tous les langages qui sont utilisés au sein d'une entreprise. Mais on peut aussi se dire,
de fixer en fait un cadre pour que les développeurs s'en tiennent à un certain langage. Par exemple, sur mon deuxième cas, on peut dire que on force tout le monde à utiliser le langage Java. En faisant ça, ça ne nous prémunit pas non plus des différents défis qu'on peut avoir derrière. C'est-à-dire qu'on peut avoir des applications qui n'évoluent pas en même temps. On peut avoir une application qui nécessite une version récente et une autre qui n'en a pas besoin, donc qui va rester sur une version ancienne. Donc il y a toute cette gestion d'obsolescence logicielle qui est à prendre en compte aussi, qui est très lourde et c'est un budget pour les entreprises aujourd'hui de gérer cette obsolescence applicative et d'éviter de traîner des versions, ce qu'on appelle des runtime, hein, les plateformes qui permettent d'exécuter votre application, d'avoir des versions qui sont trop vieilles pour éviter les risques de sécurité, etc. Et aussi, on a peu de flexibilité dans l'allocation et la désallocation des ressources. Excusez-moi. Euh, par- là où ça rejoint tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on va avoir une équipe technique qui va vous fournir un modèle. Ce modèle-là, on ne va pas pouvoir éternellement le modifier. On ne va pas pouvoir éternellement, aujourd'hui, par exemple, le premier mois, on a déployé notre application, on a eu besoin de 4 gigas de mémoire. On ne va pas pouvoir dire à l'équipe 2 semaines après, écoutez, 4 gigas, ce n'est pas assez, il faudra augmenter cette capacité. OK, l'équipe augmente la capacité, puis 2 semaines après, vous revenez, vous leur demandez, bah, écoutez, 6 gigas, c'est trop, mon application n'en consomme plus que 3. On va réduire les spécifications de la machine virtuelle. Voilà, là, je pense que vous allez saisir petit à petit les limites qu'on rencontre aujourd'hui dans les systèmes d'information. Donc, on en vient à une problématique. Est-ce qu'aujourd'hui, le cloud computing peut être la solution magique à ces différentes problématiques? C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, avant tout, là, j'ai pris une définition qui est donc très générique, qui englobe vraiment ce que c'est le cloud computing. Mais pour vulgariser un peu tout ça, finalement, le cloud computing, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pour une DSI, elle va acheter des serveurs, donc elle va les héberger soit dans un data center, soit chez un fournisseur de services. Et cet investissement, elle est assez lourde aujourd'hui parce qu'elle ne permet pas à une DSI d'avoir cette flexibilité de réagir par rapport au business, par rapport à son business ou par rapport à sa clientèle. Aujourd'hui, le cloud computing, c'est ni plus ni moins que de la consommation de ressources décentralisées. Faut le voir un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on ne le possède pas, mais qu'on va louer ces ressources-là à un fournisseur qui a tout ce qu'il faut pour nous fournir ces services-là. Par exemple, l'exemple aujourd'hui qu'on a, c'est AWS, Amazon Web Services, qui a été le premier fournisseur de services sur le marché du cloud, à avoir proposé 3 offres publiques en 2006, donc avec déjà plus de 150 000 utilisateurs rien qu'à cette époque-là. Aujourd'hui, on est à plus d'1 million d'utilisateurs sur ces services-là. Donc, pour vous dire qu'il y a un réel engouement et il y a un réel enjeu aussi. Donc, pour en venir aux bénéfices, on en parle assez souvent. Je pense que les, les avantages sont au niveau déjà budgétaire. On ne parle plus d'investissement, mais on va parler plutôt de, comment dire ça, de coûts opérationnels. Puisque, si vous voulez, tout ça, ça prend forme d'un abonnement. Aujourd'hui, on consomme le cloud comme un abonnement. Donc, à la fin du mois, on paye ce qu'on a du mois consommé. Voilà. Tout simplement, on paye seulement ce qu'on a consommé. Et c'est là l'avantage du cloud, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez ponctuellement besoin de ressources, de puissance de calcul, de stockage, provisoirement, vous pouvez aller le louer pour 1 heure, pour 2 heures, pour une journée, voire pour plusieurs semaines. Et après, tout simplement,
désallouer cette ressource-là, dire que vous en avez plus besoin, du coup vous la supprimez et vous êtes facturé seulement à l'usage. On parle aussi d'onboarding simplifié. Qu'est-ce qu'on entend par onboarding simplifié? Heu, du coup, on a plus besoin, par exemple, lorsque je prends un exemple, lorsqu'on commande un serveur dans une entreprise, déjà on doit soumettre une requête avec, les différents besoins, justifier le besoin auprès, de la hiérarchie. Puis après, il y a une validation au niveau du budget pour voir s'il y a encore assez de sous dans la caisse pour permettre l'achat d'un serveur. Sinon, il faudra attendre. Et c'est là où c'est un peu contradictoire. En fait, on a un business qui continue à grossir, mais on a l'informatique qui n'arrive pas à suivre. Et c'est là où on parle, avec le cloud computing, on parle d'onboarding simplifié. On peut, par exemple, permettre de, d'onboarder très facilement, d'accéder à un service très facilement. Je prends l'exemple toujours de Google. Aujourd'hui, si vous avez besoin de quelques boîtes mail professionnelles pour vos collaborateurs, vous n'avez pas besoin d'attendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous commandez le service est mis à disposition immédiatement et vous avez juste à configurer votre service et à permettre à vos collaborateurs d'utiliser et d'envoyer des mails, par exemple. On parle aussi de souplesse d'évolution. C'est vrai que c'est un sujet tout à l'heure que j'ai abordé d'obsolescence. Aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup de mal à faire évoluer leur logiciel ou les logiciels qu'ils ont achetés auprès d'éditeurs. Pourquoi? Parce que chaque, euh, chaque migration entraîne forcément une revue des ressources ou une réinstallation parfois pour certains cas, mais aussi une grosse phase de préparation de migration parce qu'on a peur d'avoir par exemple, peur de perdre des données, peur d'avoir une corruption, peur de rater sa migration. Et tout ça, le cloud les fasse plus ou moins bien. Puisque aujourd'hui, si par exemple maintenant vous utilisez Office 365, vous utilisez PowerPoint tous les jours et vous avez du jour au lendemain, vous pouvez avoir une nouvelle fonctionnalité qui a été déployée dans la nuit ou l'heure avant grâce au cloud. Donc là, on en vient à peu près aux caractéristiques essentielles. Donc là, je vais mettre en avant comment on caractérise vraiment le cloud aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment du libre service à la demande. C'est-à-dire, c'est comme un abonnement, vous en avez besoin, vous venez, vous consommez le service et le fournisseur de service, vous n'avez jamais, du moins, vous n'avez pas de contact avec le fournisseur. Le fournisseur n'est pas là à vous demander est-ce que vous avez besoin de quelque chose, est-ce que je peux le configurer pour vous. Là, c'est totalement le contraire. Vous venez, vous activez un service, vous l'utilisez et vous serez facturé en fonction de l'usage. Et l'accès aussi est très large, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cloud, au travers d'Internet, vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel appareil connecté. Donc à partir de votre smartphone, à partir de votre tablette, à partir du client léger, client lourd. Donc c'est vraiment c'est un service qui est proposé qui permet vraiment à tout le monde et qui n'exclut que très peu de la population, qui permet à tout le monde d'y accéder de manière facilitée. Ouais. Après aussi la mise en commun des ressources. Qu'est-ce qu'on entend par là? La mise en commun des ressources, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Azure, par exemple, je prends l'exemple du cloud Azure, va vous proposer des ressources, vous allez les consommer, mais vous ne savez pas forcément où vous êtes précisément dans le data center, c'est-à-dire le serveur précisément, le rack, vous ne savez pas où vous êtes. C'est vraiment, du moins, je dirais pas transparent, mais vous venez, vous consommez, mais vous n'avez pas besoin de vous soucier du matériel qui est derrière, où vous êtes. Vous avez juste besoin de choisir forcément la région dans laquelle vous souhaitez être. Quand je parle de région, c'est par exemple, vous souhaitez avoir votre service en Europe, en Asie, donc par rapport à votre localisation, pour pouvoir minimiser le temps de latence lorsque vous utilisez les services. On parle aussi d'élasticité. Qu'est-ce que ça veut dire? Élasticité, c'est par exemple
je vous ai souligné tout à l'heure quelques points négatifs par rapport à une infrastructure on-premise, où là, on va avoir beaucoup moins d'agilité. L'élasticité, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que votre ressource va s'adapter par rapport à vos besoins à un instant T. Je prends l'exemple des plateformes e-commerce. On peut prendre l'exemple d'Amazon. Par exemple, arrivé à la période de Noël, on va avoir beaucoup plus de clients, beaucoup plus de visiteurs sur notre site Internet. Donc, forcément, derrière, on a besoin de beaucoup plus de ressources pour tenir la charge. Donc, on a besoin d'une infrastructure, entre parenthèses, élastique, qui peut s'étendre, ou sur lequel on peut aussi ajouter facilement de la ressource. Donc, on va parler aussi de deux termes très importants au sein du cloud computing, qui est la scalabilité horizontale et la scalabilité verticale. Donc, la scalabilité horizontale, c'est-à-dire qu'on sera en capacité d'ajouter des serveurs supplémentaires pour permettre de tenir la charge, ou tout simplement la scalabilité verticale, de pouvoir faire grossir notre machine, donc de pouvoir changer les spécifications, d'ajouter beaucoup plus de RAM, d'ajouter un peu plus de processeurs pour le traitement pour tout ce qui est traitement qui nécessite beaucoup plus de calcul. Donc voilà. Donc c'est vraiment les deux termes qui sont très importants parce qu'on va voir par la suite que il faut bien avoir conscience de ces différents concepts-là pour en tirer tous les bénéfices du cloud computing. On va aussi parler de tout ce qui est service mesurable parce que finalement, OK, on utilise des services, on utilise on consomme de la ressource sur le cloud computing, mais il faut aussi qu'elle soit mesurable. Donc, elle est, elle est mesurable dans le sens où le fournisseur va pouvoir nous communiquer certaines informations sur le service en question, donc sur le temps qu'on a consommé, sur combien ça nous a coûté, afin de pouvoir nous fournir un rapport et qu'à la fin du mois, on sache qu'est-ce qu'on a consommé réellement. Voilà. Donc, de ce côté-là, voici vraiment les caractéristiques essentielles du cloud à retenir. On passe maintenant aux trois principaux types de services cloud. Donc, il y a le premier qui est le plus simple à comprendre, qui est le software as a service, qui aujourd'hui est le type de service qu'on consomme le plus, vous, comme moi. Donc, c'est vraiment le service qui, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de configurer votre application, vous n'avez pas besoin de l'installer, par exemple, sur votre poste de travail. Vous n'avez pas besoin de gérer toute la partie système d'exploitation et vous n'avez pas aussi besoin de gérer tout ce qui est la partie physique, finalement, le serveur, l'espace de stockage, les différents l'environnement lié aussi au serveur. Donc, on n'a pas besoin de s'en soucier. Du coup, aujourd'hui, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment des services type Office 365, Google Suite, encore Dropbox et encore Zoom aujourd'hui qui est utilisé pour cette présentation. Donc, ça va vraiment être des services sur lesquels vous allez juste créer votre compte et vous allez utiliser les différentes fonctionnalités qui sont mises à disposition. Donc, les avantages plutôt, si je puis dire, c'est un accès rapide au service. Voilà, vous n'avez pas besoin de perdre votre temps à installer, à essayer de configurer la solution sur votre serveur ou sur votre poste. Une accessibilité qui est améliorée et aussi une sécurité, puisque là, vous allez bénéficier de tout le savoir-faire de l'éditeur qui vous met à disposition ces services-là. Donc, vous n'avez pas forcément, entre parenthèses, à penser aux aspects sécurité qui entourent la solution. Après, le seul aspect auquel vous allez porter une attention particulière, ça va être plus à vos identifiants, comment vous allez définir votre mot de passe et comment vous allez le stocker, ce mot de passe. Donc ça, c'est le rôle de l'utilisateur. Voilà. On a aussi une flexibilité dans la gestion des licences. Et là, je pense que c'est un cas quand les entreprises rencontrent beaucoup au fur et à mesure des années. Par exemple, aujourd'hui, Office 365 vous permet de prendre un abonnement
pour chaque collaborateur. Je prends un exemple, vous avez 100 collaborateurs et du coup, vous avez potentiellement besoin de 100 boîtes mail. Aujourd'hui, avec ce type de service, vous allez prendre 100 licences. Mais si dans 2-3 mois, vous avez 20 collaborateurs qui partent, voilà, pour diverses raisons, vous n'êtes pas bloqué avec 100 licences. Vous pouvez réduire le nombre de licences par rapport au nombre de collaborateurs. Et c'est là où vous bénéficiez de la puissance du cloud. Par contre, en contrepartie, vous n'avez aucun contrôle sur les données. Voilà, vous ne savez pas où sont stockées vos données et vous avez, parfois il est un peu plus difficile d'exporter ou d'importer ces données. Après, ça dépend de beaucoup des éditeurs derrière. Vous avez aussi un fort risque accru d'interruption de service. Donc, vous n'êtes pas à l'abri que du jour au lendemain, vous avez une interruption de service pendant 1 à plusieurs heures. Donc là, c'est sous la responsabilité de l'éditeur. Et vous avez aussi besoin d'une connexion stable et rapide. Donc ça aussi, c'est très important dans le sens où lorsque vous allez consommer un service en ligne, si vous n'avez pas assez de débit pour accéder à ce service-là, l'expérience utilisateur va être en quelque sorte un peu dégradée. Donc, vous n'allez pas pouvoir profiter pleinement de la solution que vous avez prise. Donc, voilà pour le software as a service. Vous avez aussi donc, un second service qui s'appelle le PaaS, donc le Platform as a Service, là sur lequel vous êtes, on va dire, maître de l'application. C'est-à-dire que ce service-là est destiné en fait aux développeurs. Aujourd'hui, les développeurs qui n'ont pas forcément le temps de se consacrer aux tâches d'opération, c'est-à-dire préparation du serveur, préparation du système d'exploitation et de la plateforme, vous allez utiliser ce service-là pour vous permettre d'accélérer, du moins de supprimer superficiellement ces tâches-là et de vous concentrer sur le développement de l'application. Donc, on parle de time to market réduit parce qu'effectivement, vous pouvez vous concentrer sur le développement de votre application et du coup, vous pouvez acheminer beaucoup plus rapidement les fonctionnalités en production pour les mettre à disposition de vos utilisateurs ou des collaborateurs en interne. Vous avez aussi une scalabilité garantie. Donc, vous êtes aussi capable de dimensionner votre service. Si aujourd'hui, votre service, par exemple, a besoin de plus de ressources, vous pouvez, sur votre interface web ou l'interface cliente, régler comment dire ça, les caractéristiques techniques de votre instance. Donc là, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vous avez aussi une réduction voilà, du temps consacré aux opérations. En contrepartie, on n'a pas réellement de contrôle sur l'infrastructure. Donc, on n'a pas la main sur les serveurs, on n'a pas la main sur le système d'exploitation. Ça peut être gênant dans certains cas puisque la plateforme est mise à disposition par le fournisseur, mais si on a besoin d'activer certaines fonctionnalités un peu plus, on va dire, comment dire ça, des fonctionnalités un peu plus spéciales qui sont liées à notre activité, notre domaine d'activité, ça va être un peu plus compliqué. On ne peut pas toquer chez le fournisseur et dire de l'activer juste pour nous. Donc ça va être un peu la contrepartie. Et on a aussi une forte dépendance vis-à-vis du fournisseur. Donc, dans le sens où aujourd'hui, par exemple, si Microsoft Azure vous fournit une plateforme pour votre application Java et qu'elle vous fournit la plateforme en version 1.0, par exemple, et que vous avez besoin de la version 1.1, vous ne pouvez pas toquer à la porte du fournisseur et dire dépêchez-vous de mettre à jour votre plateforme pour que je puisse déployer et utiliser les nouvelles fonctionnalités liées à la nouvelle version du runtime. Donc là aussi, ça va être une contrepartie assez forte. Voilà. Il y a aussi un fort risque de sécurité puisqu'on ne contrôle pas forcément les données qu'on stocke sur le cloud computing. Donc là, le troisième type de service qu'on peut avoir aussi, c'est l'infrastructure as a service. Là, par rapport aux deux autres modèles, on est totalement maître à la fois de l'application qu'on déploie,
du système d'exploitation qu'on déploie aussi et de la plateforme qu'on va mettre à disposition pour pouvoir exécuter notre application. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'on n'a pas de frais de matériel. Donc, on bénéficie de cette ressource-là, mais on ne gère pas les frais de matériel. On a une scalabilité, donc on est capable aussi de faire grossir notre ressource et de la réduire en fonction de l'usage qu'on en fait. Et on a une disponibilité immédiate des ressources. Ce type de service-là est très utile dans le sens où lorsque vous êtes une équipe assez aguerrie déjà, avec de bonnes compétences sur le domaine de l'infrastructure et que vous avez besoin de la puissance de calcul à un moment T, mais que vous n'en avez pas au sein de votre propre infrastructure, là, vous pouvez aller sur le cloud et dire, voilà, moi j'ai besoin d'une grosse machine virtuelle qui va permettre euh, de pouvoir traiter mes données avec des spécifications assez hautes que je ne pourrais pas me payer si je devais commander moi-même mon propre serveur. En contrepartie, là, les contreparties se relient un peu avec le PaaS. C'est qu'on a, encore une fois, pas de contrôle sur l'infrastructure. On a aussi une forte dépendance vis-à-vis du fournisseur. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand je dis qu'on ne gère pas le matériel, mais si demain une faille de sécurité bah, a été trouvée et qu'il s'avère que sur l'équipement sur lequel on a notre machine virtuelle qui est hébergée, et que la faille est avérée et qu'elle peut présenter un risque potentiel pour notre domaine d'activité, on est obligé d'attendre que le fournisseur corrige cette faille-là. Mais généralement, les grands fournisseurs comme Amazon Web Services, Microsoft Azure ou encore Google Cloud, généralement, ils ont des équipes dédiées et réagissent assez vite vis-à-vis de ces failles de sécurité qui sont connues du grand public. Donc voilà pour un peu ces trois types de services. Alors, c'est pas, il existe d'autres services à ce jour. Il n'y a pas que le SaaS, le PaaS et le IaaS, mais il y a aussi le DBAS, donc le Database as a Service, où effectivement, si on a une équipe de développeurs, mais qui n'a pas forcément des compétences liées à l'administration d'une base de données, ils peuvent confier cette gestion-là au fournisseur. Le fournisseur s'occupe de fournir toute la plateforme, la base de données, je dis par exemple Postgre ou Oracle. Ils ont juste à venir consommer ce service-là et à stocker leurs données dans cette base de données-là et pouvoir bénéficier du savoir-faire du fournisseur en termes de haute disponibilité, en termes de stratégie de sauvegarde aussi. Donc, voilà. On a aussi quatre principaux modèles de déploiement. Donc, le premier qui est le plus connu, le cloud public. Donc, en tant qu'utilisateur, vous, comme moi, on est les premiers consommateurs du cloud public, donc au format SaaS. On va aussi avoir des entreprises. Donc aujourd'hui, on se retrouve aussi avec beaucoup d'entreprises qui vont externaliser certaines parties de leur infrastructure qui sont assez lourdes dans la gestion quotidienne et du coup de se libérer un peu de ces tâches lourdes et de pouvoir consacrer plus de jours d'hommes à d'autres domaines d'activité au sein de l'infrastructure. Je prends l'exemple des mails, hein. Aujourd'hui, une entreprise trouve beaucoup plus d'avantages pour certains à externaliser toute la gestion des mails. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la gestion des mails est quand même un élément assez critique et que si on rencontre une indisponibilité ou un dysfonctionnement, ça peut faire perdre de l'argent à la société. Surtout, par exemple, je pense aux commerciaux qui peuvent ne pas recevoir leur mail, qui peuvent rater une offre ou qui peuvent rater une affaire. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver et c'est des choses qui ont des conséquences directes sur l'image de l'entreprise et finalement sur le chiffre d'affaires aussi. Donc le cloud public, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vient consommer un service qui est proposé par diverses entreprises. Voilà. Là où on a le cloud privé qui est différent du cloud public. Aujourd'hui, on a des entreprises qui vont avoir du mal à faire confiance au
au cloud public, c'est-à-dire confier leurs données, confier leur code source et de les déployer sur des machines sur lesquelles ils n'ont pas le contrôle. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour faire un cloud privé, il faut avoir quand même des compétences. Donc, il faut avoir une équipe aguerrie qui possède un large panel de compétences pour pouvoir le déployer et le maintenir. Donc, voilà par rapport au cloud public. On a le cloud hybride. Là aussi, on a la différence entre cloud privé et cloud hybride, c'est qu'on va avoir une entreprise qui, par exemple, veut tester le cloud public, c'est-à-dire veut mettre un pied dans le cloud public. Donc, ils vont, ce qu'on va dire, faire un lien. Donc, ils vont avoir un lien d'interconnexion entre leur cloud privé et leur cloud public. Donc, ils vont exposer des applications, des données peu, voire pas critiques, et garder tout ce qui est critique chez eux et pouvoir faire une migration progressive. On a aussi le cloud communautaire, donc le cloud communautaire qui est très utilisé dans des domaines spécifiques. On va, par exemple, les entreprises ou les sociétés liées au domaine pharmaceutique ou des domaines qui sont très spécifiques comme aussi au domaine du pétrole. En fait, le cloud communautaire va permettre de mettre à disposition des outils de travail qui ont un intérêt commun en fait pour une entreprise. Donc généralement aujourd'hui on ne retrouve pas des entreprises du domaine de la santé dans du cloud public chez Microsoft Azure, etc. Pour des questions de réglementation, pour des questions de sécurité. Donc on va avoir des sociétés spécialisées dans ces domaines-là qui vont proposer ces services-là. Et donc, on en vient à une question qui est assez importante. Selon vous, est-ce que le cloud computing est une évolution, une révolution aujourd'hui? Vous pouvez me répondre dans le chat. Je pense que c'est intéressant de le souligner. Donc là, attendez, je vais juste voir. Je n'ai pas accès au chat comme ça. Bah, du coup, Tan, je te propose, c'est de laisser les gens effectivement répondre. Alors, on a Laurent Oui, qui répond évolution et puis de poursuivre du coup, parce que oui, faudra qu'on puisse tenir le timing. oui, Je sais qu'il y a encore pas mal de sujets à voir. Donc, oui, bah, oui, n'hésitez pas à excuse-moi. continuer à donner votre avis dans le chat. On pourra en reparler à Oui, la fin si vous souhaitez, mais je t'invite à continuer du coup, Tan. ok, il n'y a pas de souci. Donc là, effectivement, on ne peut pas aller dans le cloud comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire aujourd'hui, pour certaines choses, on ne peut pas se dire, OK, le cloud, c'est très bien, c'est cool, tout le monde y va. Moi, j'ai aussi envie d'y aller, donc je prends mon application et je le dépose dans le cloud. Aujourd'hui, il y a quand même tout un travail de réflexion à faire. Ça, j'en parle d'expérience. Il faut déjà s'assurer que tous les interlocuteurs aient la même information et comprennent votre langage aussi. Il y a des concepts fondamentaux à comprendre sur le cloud. Il y a aussi certains termes et il faut aussi, comment dire ça, parler le même langage. Et ça, c'est très important. Avoir le même langage entre les collaborateurs vous permet d'avoir une certaine légitimité auprès des autres parties prenantes. Donc déjà, se faire comprendre, c'est déjà un bon point de départ. Et aussi mettre en place un groupe de travail et utiliser les outils adaptés. Là aussi, c'est tout un travail, on va dire, il faut, du moins expliquer à tout le monde qu'est-ce qu'est réellement le cloud aujourd'hui et utiliser les outils adaptés. Quand je parle d'outils adaptés, ça peut être des méthodologies, donc, comme la méthodologie agile, ou encore peut-être essayer d'intégrer la culture du DevOps. Donc, c'est l'un des sujets qui a été traité il y a 2 semaines par mon collègue Adrien. Donc, c'est une culture qui vient en complément du cloud parce qu'on ne peut pas aller sur le cloud sans réellement avoir tout un process qui est en place avec des étapes bien définies. Et aussi identifier un projet pilote. Là aussi, c'est très important. On ne peut pas faire une migration dans le cloud si on n'a pas un projet modèle, on va dire. Et le projet modèle, généralement, il ne faut pas
essayer de prendre le projet le plus gros pour y aller sur le cloud. Il faut un projet avec une complexité, je dirais moindre, plutôt facile, pour montrer déjà quelles sont les capacités du cloud et pouvoir aussi montrer à la hiérarchie que voilà, aujourd'hui on a réussi à déployer une application. Le but, c'est pas de rater la première migration, c'est de pouvoir la réussir et de montrer qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette expérience. Donc, comment on choisit réellement un projet pilote? On passe déjà par la première étape qui est de cartographier l'environnement existant. Qu'est-ce que c'est cartographier? C'est de faire un inventaire de ce qu'on a, un inventaire des applications qu'on a, des technologies utilisées et des différents composants qu'on utilise au sein de notre infrastructure. Donc ce travail-là, il n'est pas à négliger parce qu'aujourd'hui, il permet aussi de soulever des points négatifs. Les points négatifs, je dirais par exemple les problèmes de performance, les problèmes de l'architecture de l'application. Donc c'est tous ces points-là qui doivent être soulevés dans cette première étape-là pour pouvoir peut-être être traités dans les étapes suivantes et du moins de prendre en compte tous ces éléments-là pour la migration. Donc, avec tous ces éléments-là, avec toute la cartographie que vous aurez fait dans la première étape, vous serez en capacité d'identifier le candidat idéal. Donc, l'application qui va vous permettre de fournir, je dirais pas peu d'efforts, mais qui va vous permettre d'aller plus rapidement sur le cloud qu'une grosse application dès le début. Le choix du fournisseur cloud, ça c'est un sujet qui est très intéressant et qui est dur aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de fournisseur préféré. Je ne dirais pas qu'il faut aller vers Azure ou il faut aller vers Amazon Web Services. Tout dépend de votre contexte, tout dépend des partenariats que vous avez aussi, parce que les partenariats vont amener votre entreprise à avoir une tarification plus intéressante chez un fournisseur que l'autre, mais aussi tout dépend de la culture du fournisseur. Je trouve qu'il est intéressant de choisir un fournisseur par rapport aux évolutions futures qu'il va apporter, par rapport à son rythme aussi, parce qu'aujourd'hui, on ne choisit pas un fournisseur, on va avoir plus de mal à faire confiance à une startup qui vient de proposer son produit il y a 2 mois que par rapport à un fournisseur qui est déjà bien implémenté. Donc ça aussi, tous ces différents critères-là sont à prendre en compte. Vérifier la capacité de votre réseau. Là aussi, c'est très important. D'autant plus que, par exemple, si vous avez des utilisateurs qui travaillent, qui sont en télétravail, eux, par exemple, ils vont avoir besoin d'avoir une bonne connexion Internet pour accéder aux services que vous consommez sur Internet. Mais la situation se transpose aussi dans votre entreprise. Est-ce que la connexion Internet de l'entreprise est dimensionnée pour permettre à X employés, X collaborateurs d'aller utiliser le service? Est-ce que je ne vais pas avoir de problème dans la journée si j'ai 150 utilisateurs sur la solution que j'ai louée auprès de l'éditeur? Voilà, donc c'est toute cette réflexion-là à faire aussi. Donc il n'y a pas seulement que l'externalisation des ressources, mais il y a aussi comment est-ce que j'ai assez de ressources pour aussi permettre à tout le monde d'aller l'utiliser correctement. Et on en vient à définir la stratégie. Parce qu'effectivement, après avoir fait tout ce travail en amont, il faut définir la bonne stratégie. Et pour avoir une bonne stratégie, il y a plusieurs choses à faire. Donc déjà, définir une feuille de route. Déjà, il faut, je pense, oublier l'objectif de vouloir tout faire en même temps. Et je pense qu'il est essentiel de découper en lots et d'aller étape par étape. Ce qui est beaucoup plus facile en fait, d'autant plus que si vous réussissez chaque étape, elle vous psychologiquement, ça va vous propulser et ça va vous permettre de mieux réussir les étapes suivantes. Vous serez dans de meilleures conditions. Donc, il est aussi important, du coup, de définir une architecture cible, la cible idéale vers laquelle vous voulez y aller, mais avec des étapes intermédiaires. Alors, il y a plusieurs stratégies, hein. Je cite les 3 stratégies qui existent aujourd'hui. C'est le lift and shift, le replatforming, le refactoring. Alors, qu'est-ce que c'est le lift and shift? C'est
tout simplement, je prends mon application telle qu'elle et je la déploie sur le cloud. C'est la solution la plus facile, mais c'est la solution court terme. C'est la solution qui, à court terme, vous allez la réussir si l'application n'est pas trop difficile, mais sur le long terme, vous allez rencontrer plusieurs soucis. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez utiliser votre application, vous allez vous rendre compte que, ah oui, mais attention, on avait un bug lorsque l'application était déployée chez nous, on-premise, et maintenant on la rencontre de nouveau sur le cloud. Mais comment on fait pour la résoudre? Du coup, il va y avoir un travail de chiffrage, il va y avoir un travail d'analyse avec les développeurs et ils vont devoir corriger ce problème-là au risque de traîner ce problème-là et du coup de perdre un peu les bénéfices du cloud. L'autre risque aussi, c'est d'avoir une application qui ne se marie pas très bien avec le cloud. C'est-à-dire que qui ne supporte pas, par exemple, la scalabilité, et qui ne supporte pas ce que vous agrandissez la machine, la réduisez, ajoutez des machines. L'application ne sait pas gérer tous ces types, a du mal à gérer ces types de comportements. Donc là aussi, vous allez rencontrer des soucis. La deuxième solution, c'est la replatforming. Donc, la solution qui est intermédiaire finalement, donc qui va vous permettre de déporter votre application sur une nouvelle plateforme. Donc, par exemple, je prends un exemple, vous avez une machine virtuelle sur Windows Server 2016 et vous voulez migrer sur une version 2019. Là, effectivement, vous allez changer de plateforme, mais elle ne nécessite pas une grande adaptation de votre application. Vous allez mettre effectivement à jour des librairies, vous allez avoir un système avec de nouvelles fonctionnalités sur lesquelles vous pouvez utiliser. Donc, c'est celle qui est un peu intermédiaire. Donc, elle ne nécessite pas trop d'efforts. Vous allez peut-être reconfigurer la plateforme, avoir un peu accès à des fonctionnalités que vous n'avez pas accès avec l'ancienne version et de pouvoir bénéficier de ces ajouts-là. La dernière solution qui est un peu plus radicale, le refactoring, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une application qui, d'après vos études, n'est pas jugée conforme au cloud. On appelle aussi, entre parenthèses, le cloud native, une application cloud native. Et donc, vous décidez en quelque sorte de repartir d'une page blanche. OK, vous repartez d'une page blanche, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que repartir d'une page blanche nécessite un investissement assez lourd. Donc, il faut repenser toute l'architecture de l'application, il faut réfléchir aux services qu'on va utiliser. Le risque aussi de faire une application cloud native, c'est que vous allez utiliser des fonctionnalités proposées par le fournisseur. Donc, qui dit fonctionnalités proposées par le fournisseur, vous allez effectivement développer votre application et l'articuler autour de ces services mis à disposition, mais ça risque de vous lier avec ce fournisseur-là. Donc, un jour, si vous voulez changer de fournisseur, vous allez avoir peut-être un peu de mal, puisque vous utilisez peut-être des services qui sont que disponibles chez ce fournisseur-là. Donc, voilà comment on peut migrer une application. Donc, effectivement, si on choisit une mauvaise stratégie qui est inadaptée à notre contexte, on peut, par exemple, ne pas tirer de bénéfice du cloud. On peut payer beaucoup plus cher que la normale. Donc, aujourd'hui, si, par exemple, vous migrez vers le cloud, mais vous n'utilisez pas la scalabilité horizontale, la scalabilité verticale ou autre technologie ou outils mis à disposition par le fournisseur parce que votre application ne le supporte pas ou a du mal à le supporter, vous allez pas avoir forcément le bénéfice sur votre facture. Donc voilà. Donc on en vient à la dernière partie qui est retour d'expérience. Alors effectivement, ce que je vous ai présenté, c'est dans les grandes lignes. C'est une première introduction pour permettre à tout le monde de comprendre un peu les enjeux du cloud et pourquoi on en est venu aujourd'hui à ce type d'infrastructure. Du coup, pour ceux ou celles qui s'intéressent à ce domaine-là, je peux que vous conseiller d'aller vous former sur des concepts un peu plus poussés grâce aux cours, par exemple, le premier cours qui est proposé par Microsoft sur leur plateforme Microsoft Learn, mais aussi, par exemple, Google qui propose un très bon cours pour comprendre un peu plus en détail les différents concepts, donc sur Coursera.
Donc ces différents cours-là vont vous permettre vraiment d'aborder euh, tous les sujets liés au cloud. Donc aujourd'hui, ce que je vous ai proposé, c'est vraiment les concepts. Donc juste, si vous avez déjà compris ces différents concepts-là, ça va vous permettre déjà d'avoir une bonne base. Cette base-là, elle ne change pas. Vous avez une bonne base déjà pour aller sur les fournisseurs ou utiliser chaque service des fournisseurs. Voilà. Ce qui est aussi important, et je trouve aussi, c'est que dans ce métier-là, voilà, si vous vous intéressez à toute la partie cloud, il faut s'intéresser aux autres domaines. C'est un peu ce qui a été dit aussi dans les différentes présentations, comme celui d'Adrien ou de Mehdi, c'est que c'est un métier dans lequel on a presque une vision 360. C'est-à-dire qu'on doit s'intéresser au monde du développement, on doit s'intéresser aussi au monde du testing, on doit aussi s'intéresser au monde de la sécurité. Donc, il ne faut pas forcément avoir des compétences hyper pointues dans chaque domaine, mais il faut comprendre, par exemple, le langage du développeur. Il faut comprendre comment une application fonctionne, les différentes briques applicatives. Il faut savoir parler avec le développeur, parce qu'aujourd'hui, savoir parler avec le développeur, c'est aussi avoir une légitimité avec lui. Je prends un exemple d'un cas réel vécu, c'est qu'on peut avoir des problèmes de communication avec le développeur. Le développeur, lui dit, mon application fonctionne très bien, c'est ton infrastructure qui n'est pas bien dimensionnée. Tu ne nous donnes pas assez de ressources, donc mets-nous plus de ressources. Sauf que dans le cas réel, ça ne fonctionne pas comme ça. Si une application a toujours fonctionné avec 4 Go de RAM, mais le lendemain demande 8, c'est qu'il y a peut-être un petit souci quelque part. Et c'est là qu'on entre en compte en fait avec le développeur. Il faut qu'on arrive à le challenger, à travailler avec lui. Et si on s'intéresse à son domaine, on a, je pense, déjà gagné un premier défi. C'est qu'on sait comment on comprend son travail et on apporte aussi notre vision. Le monde du testing aussi, c'est très important dans le sens où effectivement, les entreprises sont à la course derrière les utilisateurs, c'est à vouloir toujours proposer de nouvelles fonctionnalités, à vouloir satisfaire l'utilisateur ou le collaborateur dans l'entreprise. On a besoin d'avoir des tests bien définis, des tests solides. Voilà. Et sur la partie sécurité, effectivement, si on externalise les données, on a besoin aussi de les sécuriser. On ne peut pas se dire que le fournisseur derrière, lui, garantit que nos données sont en lieu sûr, sont dans des data centers qui sont protégés. On ne peut pas se fier à ça. Donc, on est dans le devoir aussi de protéger nos propres données avant de les envoyer à l'extérieur. Donc, merci à vous pour votre participation. On était un peu à la bourre et voilà. Je... Eh ben, merci beaucoup, Tan, pour cette présentation. Merci à tous d'avoir été là. Du coup, vous avez la possibilité de réactiver vos micros si vous le souhaitez, si certains souhaitent poser des questions à Tan. Il y en avait déjà une de Laurent, enfin même deux d'ailleurs, qui nous demandait pourquoi migrer vers le cloud. Tu nous as beaucoup parlé notamment de comment. Le pourquoi, c'est peut-être à trouver dans tes slides d'introduction finalement. C'est pour s'adapter bah, aux mutations de l'environnement informatique, j'imagine, au sens large. Oui, oui, c'est ça, oui. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi migrer vers le cloud? C'est vrai que je l'ai beaucoup souligné, c'est que en termes budgétaires, les entreprises parfois atteignent leurs limites. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus capables d'injecter de l'argent dans l'infrastructure et parfois ils sont même obligés de faire ce qu'on appelle des capacity planning, c'est-à-dire revoir euh, toutes leurs ressources en termes de machines. Est-ce qu'on ne gâche pas de la mémoire? Est-ce qu'on ne gâche pas de l'espace disque, etc. Et ce travail-là, souvent, génère une charge assez lourde et, et on ne pousse pas le client vers le cloud, mais on peut toujours lui dire, on peut toujours lui exposer en fait qu'est-ce qui pourrait lui permettre de s'étendre un peu plus facilement en fait. Voilà.
D'accord, ok. Et c'est intéressant. Moi, j'avais un parallèle aussi qui m'a fait tout de suite tilt quand on en a parlé. Tu parlais de la facturation à la consommation. Oui, Et c'est étonnant. Moi, je travaille beaucoup avec certains clients qui sont des grandes banques et qui ont du oui, coup des infrastructures et un système d'information qui repose en grande partie encore sur des technologies dites aujourd'hui anciennes, comme le COBOL. oui, Euh, et on retrouve ce modèle économique, si je ne me trompe pas, pour les machines COBOL. IBM va facturer à la data finalement, à oui. l'utilisation de la puissance de calcul. Et est-ce qu'on n'est pas finalement en train de revenir à des anciennes recettes du temps où finalement on était contraint par la technologie et par ce qu'on savait faire. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ça. On a une autre limite, on a un autre mur, et donc on revient à la facturation, à l'utilisation. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord sur ce que tu dis. C'est que effectivement, avant, on va dire, on était limité par notre porte-monnaie finalement. Mhm. Et aujourd'hui, en fait, on est prêt à mettre la main à la poche pour des services qui sont externalisés. En fait, on est prêt à externaliser, on est prêt à déléguer en fait des, une partie de notre infrastructure à l'extérieur. En fait. Donc, il y a vraiment il y a vraiment un réel changement de mentalité, on va dire ça, au fur et à Mm. mesure des années. Alors, est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on y est obligé finalement? Alors, pour beaucoup d'entreprises, euh, pour moi aujourd'hui, d'expérience personnelle, pour beaucoup d'entreprises, ça s'apparente à parfois une obligation. Parce que, D'accord. parce que pour certains, ils ont pris le virage un peu trop tard. Et alors C'est-à-dire pour qu'ils ceux, ça me fait une belle transition avec la deuxième question de Laurent, effectivement. Pour ceux qui ne seraient pas encore obligés, comment est-ce qu'on peut convaincre un client de migrer vers le cloud? Ce que nous demande Laurent. comment convaincre ça? En fait, là, par exemple, j'avais parlé des différents modèles de déploiement. Et typiquement, pour ce type d'entreprise qui est réfractaire, ou du moins qui est pas encore prêt à aller sur le cloud, hein, et il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est de partir sur un modèle hybride. C'est de tester en quelque sorte. C'est de lui faire consommer un service, de lui proposer d'exposer une application pas critique et de lui faire voir en fait, de lui faire découvrir les différentes fonctionnalités proposées. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'accompagner le client vers le cloud aujourd'hui. Oui, donc si je caricature, que ce soit une banque, une assurance, un acteur du retail, on va lui dire, bon, par exemple, externaliser votre site internet, Oui, ce que vos clients voient. Nous, en plus, dans les contrats, on va vous garantir finalement une maintenabilité, un taux de disponibilité qui est maximal. oui. Voyez comment ça fonctionne. Et puis à l'usage, si vous voyez que ça fonctionne bien, n'hésitez pas ensuite à passer le reste de votre infrastructure dessus également, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais quand tu cites les banques, etc., il faut toujours faire attention. Effectivement, les banques vont être très regardants sur les données, en fait, qu'ils vont Bien externaliser. sûr, alors après, moi, je parlais de Oui, banque, mais effectivement, là, oui, il y a bien d'autres sûr. contraintes qui sont légales, qui sont Oui, réglementaires, qui vont nous dépasser un petit peu et qui vont guider ces choix-là. Après, effectivement, je parlais plutôt justement des sociétés qui sont entre le je suis obligé d'y passer parce que je n'arrive oui, plus à scaler mon infrastructure oui, c'est ça. et celles qui sont peut-être trop petites pour que ce soit intéressant finalement aussi, même si on voit le boom économique autour des SaaS et des PaaS maintenant, comme tu les as cités. Oui, Donc ça montre bien que quand on est tout petit, finalement, on a aussi un intérêt. Quand on est très gros, on a un intérêt. La question, c'est pour ceux qui sont au milieu, qui ont oui, peut-être des c'est ça. craintes, Oui. Oui. voilà, et comment les pousser à y aller. Ok, j'espère que ça répond à ta question, Laurent. N'hésite pas à nous l'indiquer. Puis si d'autres ont des questions, n'hésitez pas à réactiver vos micros. Je crois que tout le J'ai monde remis mon a, tout le monde. micro, j'ai remis mon micro, ça répond à la question. Autre question, Oui. est-ce que comment se gèrent les clouds demain? Demain, effectivement, une entreprise va avoir un cloud, c'est peut-être la peur pour une entreprise. Mais si demain un cloud vient à tomber, le serveur du cloud vient à tomber, AWS, GCP ou autre, c'est quoi leur obligation? Ils doivent réagir comment? Sous quel temps? Il y a des garanties? Il y a des pénalités? Alors, effectivement, si on veut rentrer un peu plus dans ces détails-là, lorsqu'on consomme un service chez un fournisseur, il a un SLA, donc il garantit un certain niveau de service pour ce service-là. Et généralement, les fournisseurs sont assez prévenants sur cet aspect-là, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais
proposer un service sans proposer l'option de haute disponibilité ou je dirais la version haute disponibilité permet en tout cas d'externaliser, non, je dirais pas d'externaliser, mais de répliquer le service dans une autre région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on construit notre infrastructure sur le cloud, on ne va pas on va pas tout mettre dans un même panier. On va pas tout mettre, par exemple, en Europe. On va dans une même région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais pas mettre ma machine virtuelle seulement en France, mais je vais créer plutôt un réplica à Francfort, par exemple. Et là, effectivement, quand il y a une panne, le fournisseur, lui, a ses mécanismes qui permettent de basculer automatiquement. Alors après, derrière, si effectivement le fournisseur rate son engagement, du moins n'est pas capable de nous fournir ce service-là ailleurs parce qu'il a une panne générale, normalement, il y a un temps de rétablissement qui est garanti et un temps sur lequel il s'engage à ne pas perdre de données en fait pour certains services. Je ne sais pas si ça répond à tes questions. Ouais, ça va. Ah ouais, ça marche. Ouais, merci. Bon, on a des Et chiffres, des statistiques aujourd'hui sur les entreprises petites, moyennes et grandes qui ont basculé sur du cloud. il n'y a pas de chiffre exact aujourd'hui, mais vraiment de mon expérience personnelle encore. Aujourd'hui, les TPE, PME qui n'ont pas comment dire ça, qui n'ont pas d'équipe technique, hein, puisque c'est des petites entreprises et qui Ouais. n'ont pas forcément les compétences sur tous les domaines, eux, généralement, les nouvelles entreprises vont directement utiliser du SaaS. Vont essayer d'articuler toute leur stack logiciel autour du SaaS et pour les entreprises qui ont des développeurs autour du PaaS directement. Mais Mais c'est alors vrai justement, qu'aujourd'hui, je me permets juste de m'intégrer dans cette discussion-là. Le SaaS, effectivement, moi je vois ça aussi de manière formidable. C'est de la haute disponibilité depuis partout, c'est incroyable. Avec le cloud, on a tendance à penser aussi qu'il y a une certaine sécurité, comme tu le disais, sur le plan de l'infrastructure, comme la crainte, on va dire, traditionnelle de dire s'il y a le feu dans le data center à tel endroit, c'est pas grave, parce que finalement, c'est dans un autre data center aussi, c'est oui, dupliqué. Mais la crainte aujourd'hui, elle est même plus tant là-dessus que sur les soucis de disponibilité physique qu'on a réussi à résoudre, que dans les soucis numériques. Moi, j'utilise tous les jours un SaaS au quotidien pour le boulot. Certains dans le public, d'ailleurs, sont là et l'utilisent aussi. Là, récemment, on a eu une panne mondiale. C'est quelque chose qui est une entreprise qui est américaine. Une panne mondiale qui a causé l'indisponibilité pendant 5 jours, pardon. 5 jours, sachant que c'était des données très importantes. Et on s'est rendu compte, finalement, à travers cette indisponibilité, qu'en utilisant ce SaaS, il y a certains avantages par rapport à notre méthode d'avant, mais il y a aussi l'inconvénient que si ça tombe, ben ça tombe. Et là, on n'a plus rien. oui, oui, c'est ça. En fait, il y a le problème en fait de tout ça finalement, c'est que effectivement, on gagne en flexibilité, mais en quelque sorte, on se met les menottes avec un fournisseur. Bah oui, non, Et, on se met ouais, les menottes et puis on perd en sécurité. C'est-à-dire que oui, si ce fournisseur, c'est pas nous, on a beau prendre nous toutes les mesures nécessaires pour oui, nous protéger, si ce fournisseur, lui, soit n'est pas assez protégé, soit a des données assez sensibles pour attiser la mm, convoitise de gens qui sont très élaborés dans le piratage informatique, ben finalement, nos données, indirectement, elles sont touchées aussi. Alors oui, tout à fait, que, oui. en l'occurrence, c'était une attaque informatique dont a été victime notre fournisseur. Je ne suis pas persuadé que nos données, ça intéressait ces pirates informatiques, hein. C'est une boîte américaine Oui, qui a des millions de clients dans le monde. Mais du coup, voilà, je pense que si mes collègues sont dans le coin, on avait ces problèmes-là avant, quand on avait nos informations sur un disque dur qui était partagé sur le réseau. On les avait aussi, le disque dur réseau pas accessible. Ça arrivait même plus souvent. Mais il y avait une certaine sécurité de savoir que physiquement, les données étaient chez nous et que oui, dans le cas d'un problème à l'extérieur, nous, on les avait quand même encore, quoi. oui, tout à fait, oui. C'est ça le gros zone d'ombre en fait dans l'usage de ces solutions externalisées. Ouais. Et ça explique d'ailleurs, c'est plutôt rassurant que les banques dont on parlait tout à l'heure n'aient pas forcément le droit de faire un petit peu n'importe quoi avec ces données-là. Ils ont une maîtrise à garder, il y a un cadre réglementaire autour de ça et tout le monde, du coup, ne peut pas y passer encore. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a, alors ça aussi, c'est de mon expérience précédente que j'ai eue au Luxembourg. C'est qu'aujourd'hui, on va avoir des banques qui vont se positionner en tant que
fournisseur cloud service orienté banque. Ce qu'on appelle le cloud communautaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une banque qui met à disposition son infrastructure, ses logiciels auprès d'autres banques qui, par exemple, souhaitent réduire leurs coûts ou externaliser certaines compétences et se dire, OK, sur certains processus, allons voir nos copains d'une autre banque, allons utiliser leurs solutions et aujourd'hui, ça existe aussi, ce genre de mouvement. Je vois de quoi tu peux parler, de quoi tu veux parler. Je pense que tu es concerné d'assez près aujourd'hui, effectivement. Oui, On va peut-être s'arrêter là. oui. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications. Et je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions dans le chat. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Le replay sera dispo à partir de vendredi sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à y aller. Vous trouverez tous les replays des conférences précédentes. Voilà. Pas d'autres questions? C'est vrai que j'aimerais bien revenir sur un point où Laurent dit évolution. C'est vrai que sur la question que j'ai tout à l'heure posée à tout le monde, c'est alors oui, c'était une évolution, mais tout dépend du point de vue en fait. Par exemple, si on se place si on se place à la place du développeur, c'est une révolution. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le développeur n'a plus besoin de se soucier réellement de l'infrastructure et n'a plus besoin de se battre en fait finalement avec les équipes techniques qui gèrent l'infrastructure et ils peuvent déployer beaucoup plus rapidement sans devoir attendre que quelqu'un leur donne une ressource, sans devoir se dire demain je vais devoir travailler avec un tel et essayer de débugger parce qu'il n'a pas suivi ma documentation pour mettre en place l'environnement. Par exemple, aujourd'hui, on a différents outils qui ont été mis, qui ont été comment dire ça, qui ont été prévus pour ça, qui sont les conteneurs, hein, Docker, Kubernetes, que j'ai pas abordé, mais que dans d'autres présentations, ça a été fait. Et effectivement, si on se place du côté développeur, c'est une révolution, mais du côté de l'infrastructure, là, Laurent ajuste, c'est plus une évolution logique, on va dire, par rapport à comment dire ça, euh, par rapport au monde extérieur qui entoure l'infrastructure. Ouais. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si Laurent, ça complète tes questions. Merci encore, Tom, pour ces explications qui étaient très claires. On ne se retrouve pas la Merci à semaine vous. prochaine exceptionnellement parce que c'est les vacances scolaires, tout simplement, et que tout le monde a besoin de se reposer aussi. On se retrouve pour le prochain Proxy Monday le 2 novembre. N'hésitez pas à suivre la page Proxiad, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube, pour être averti des prochaines. Merci encore et à très Merci. bientôt. Au revoir.